Donc, effectivement, chers invités, bonjour, dans notre classe Bonjour. virtuelle. Donc, vous avez aussi dans la listing des noms tous les étudiants. Nous avons commencé le cours déjà à 13 h sur une autre classe virtuelle et là, on va le poursuivre avec une nouvelle thématique. Donc, les étudiants sont au courant de ce qui se passe et comment ça se passe aujourd'hui. Donc, on va parler de la communication aux familles. Alors, je vais commencer par mon premier partage de documents. Alors, avec cette visioconférence, voilà comment on fonctionne. J'ai un tableau blanc. Par contre, Oui. j'ai une question. Du coup, la classification des handicaps, on le refera après? Oui, oui. D'accord. On reprendra la thématique du handicap juste après. Là, on fait une petite parenthèse sur un nouveau cours. OK? Alors, je vais chercher mon document dont je vous parlais, mon tableau blanc, que tout le monde va voir. Et ce tableau va me servir à écrire les notions les plus importantes. Partager. C'est bon, tout le monde? La communication aux familles. Alors, le premier point que l'on va voir, c'est bien sûr ce qu'est la communication, puisqu'on ne va pas parler de communication en famille sans déjà, le spécifier. Alors, si on devait donner une définition à la communication, on dirait que c'est le fait d'entrer en contact, bien sûr. Hein. C'est le fait d'un échange, c'est-à-dire de passer un message d'une personne vers une autre personne, ou bien d'une personne vers un groupe de personnes. Et en l'occurrence, le groupe de personnes, ça peut être une famille, ça peut être un grand-père, une grand-mère, une nounou, ça peut être deux parents, de sexe différent ou de même sexe. Bref, la communication, c'est voilà, un échange d'informations. Donc, on va mettre échange, contact. Ce sont les mots les plus importants que l'on va retenir. Ce qu'il faut retenir également, ce sont les différents éléments essentiels qu'on va avoir dans une communication. Donc, on va parler d'acteur. Acteur, c'est-à-dire celui qui va émettre le message. C'est celui de qui part le message. On parle aussi d'expéditeur. Vous pouvez le retrouver dans certains cours, ça, si vous avez déjà eu des cours en termes de communication, justement. Donc, on parle d'expéditeur, on parle aussi d'émetteur, celui qui va émettre donc le message. Et puis après, on va avoir le récepteur. Le récepteur, c'est celui à qui le message est destiné. Donc, c'est celui qui reçoit. Après, l'autre point important, c'est le message, bien sûr. Le message, c'est l'ensemble des informations qui vont être contenues dans mon message. Le contenu, c'est-à-dire ce que l'on va dire, mais aussi tous les signes, l'apparence physique, le fait de parler avec ses mains, la position dans l'espace, donc tout ce qui ne se dit pas, mais qui va transmettre aussi un message. Donc, je vais écrire ce que l'on dit, plus les signaux que l'on va émettre, mais qui ne sont pas dits. Je pense à quoi? Je pense à tout le langage paraverbal, tout le non-verbal, les mimiques, le regard, le fait de regarder ou pas d'ailleurs, les sourires, les grimaces, le fait de lever les yeux au ciel, etc. etc. Le canal, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le canal, c'est en fait le support de transmission. C'est-à-dire le moyen que je vais utiliser. Le moyen qu'on va utiliser, on peut avoir l'écrit, on peut avoir l'oral et on peut avoir le visuel. Et pour revenir un petit peu à la communication aux familles, on va pouvoir communiquer aux familles de ces trois manières-là. On pense souvent à l'oral, c'est-à-dire ce qu'on va dire aux familles, ce qu'on va leur transmettre de la journée de l'enfant, par exemple. Mais il y a tout un tas de possibilités aussi de communication écrite par rapport au cahier de transmission, par exemple, ou les visuels. Les visuels, c'est un petit affichage que l'on va avoir
dans le couloir de la crèche, par exemple, ou que l'on va avoir dans la classe, si on est ATSEM, par exemple, et qui va avoir pour but, pour objectif, de passer des messages aussi, de transmettre des choses aux parents. Vous aurez un petit exercice à faire, là je parle à ma classe, je vous donnerai un petit exercice à faire justement en termes de communication visuelle pour vous entraîner. On va avoir aussi le sens du message. Le sens du message, c'est-à-dire la signification que l'on donne au message, ce que l'on a envie de transmettre. À prendre en compte aussi dans la communication, c'est le contexte. Le contexte, c'est-à-dire c'est le lieu et le moment de la communication. Lieu, moment. Et on verra justement que ça va avoir une place très, très importante dans la communication. Où est-ce que je fais la communication? Où est-ce que je communique avec les parents? À quel moment je communique avec les parents? Ça va avoir une incidence sur le sens, justement. Et puis, il y a enfin ce qu'on appelle le feedback. Alors, je fais un petit peu d'anglais parce que c'est les termes que l'on utilise. On peut aussi parler de retour. Le retour, ah zut, c'est 2 points que je voudrais. Voilà. Le feedback, c'est en effet le retour, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre de réajuster ou pas sa communication. Je fais une première, je délivre des informations et puis au vu de la réaction de mes interlocuteurs, eh bien, je vais réajuster ce que je suis en train de dire. Donc, le feedback, ça permet de savoir si le récepteur a bien compris ce que j'avais envie de transmettre et puis permet ou bien de préciser, ou bien de reformuler, ou bien de dire l'inverse de ce qu'il a compris parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de transmettre. Donc, ça permet les réajustements. Donc, autant de composantes qui vont être importantes et qui vont faire que le message va être clairement identifié, d'abord dans votre tête et puis ensuite auprès de votre interlocuteur. Il y a un micro qui est ouvert, j'entends un homme parler. Donc, ce n'est pas l'homme qui me fait peur, mais c'est le fait je pense que c'est mon compagnon qui parle parce qu'il travaille aussi en télétravail. Ah. Je vais changer de pièce. D'accord. Non, non, restez où vous êtes, Svelana. Mais du coup, éteignez juste le micro. Et quand vous avez besoin de me parler, vous le rouvrez à ce moment-là. D'accord. Okay. Voilà. Restez où vous êtes. En plus, vous avez un cadre tout à fait charmant derrière vous. C'est joli. Par contre, je ne sais pas comment éteindre le micro. Ah, alors, si vous ne savez pas faire, je ne vais pas pouvoir vous aider. Ah, je vais essayer là, muette. Oui, c'est bon. Ça marche. Oui, alors j'étais en train de vous dire que toutes ces composantes font que le message va être clairement identifié d'abord dans votre tête et après dans la tête de votre interlocuteur. Et voilà ce que je voudrais vous montrer comme petit schéma, c'est-à-dire que ce que je pense, ce qui est dans ma tête, c'est très large. C'est-à-dire je pense à plein de choses que j'ai envie de dire. Les mots qui vont sortir de ma bouche pour le dire, ça sera déjà moins clair, moins clairement énoncé. Ce que je vais finir par dire, ça sera encore plus réduit en termes de message. Et ce que les gens vont comprendre, ça sera complètement différent. Et quelquefois, il y aura un écart énorme entre ce qui est dans ma tête, ce qui est clair, évident pour moi, et ce que l'autre va avoir dans la tête par rapport à ce que je vais dire. C'est toute la différence, enfin, toute la difficulté qu'il y a à communiquer. C'est-à-dire que vous savez ce que vous avez envie de dire parce que c'est évident pour vous, mais ce que va recevoir la personne n'est pas quelquefois ce que vous avez transmis ou ce que vous avez envie de transmettre. Ce que j'ai envie, ce que je transmets, ce que l'autre comprend et ce que l'autre retient, on a des univers totalement différents là. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'être le plus précis possible en tant que professionnel petite enfance pour que le message soit le plus précis possible et arrive dans l'esprit du parent comme vraiment j'avais envie de le formuler. Donc, je reviens sur mon petit document ici. Voilà.
je vous ai dit, mais on va le répéter, que la communication, elle peut être écrite, orale et non verbale. Donc ça, j'aimerais que vous le marquiez. Communication peut être écrite, orale et non verbale. Tout ça, bien sûr, est vrai avec l'enfant. Là, on va se concentrer sur la communication avec les familles, mais la communication avec l'enfant, c'est exactement la même chose. Et là, je vais faire une petite digression pour la classe. Vous vous souvenez probablement du premier CAP blanc et de la première épreuve EP2 que vous avez eu à traiter. Dans les premières questions qui vous étaient demandées, c'était la communication justement avec l'enfant. Tout ce que l'on est en train de dire là, s'applique aussi avec la communication avec l'enfant. C'est-à-dire que la communication, elle peut être écrite avec un enfant, mais ce n'est pas celle qu'on va privilégier, surtout pour un enfant de moins de 6 ans. Par contre, elle va être orale et elle va être encore plus importante en non-verbal, la communication. Madame, j'ai juste une question. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par communication non verbale? Parce que ça, c'était justement des exemples qu'on devait donner au CAP blanc. Oui, tout à fait. Alors, j'essaie d'en trouver un, et puis après, je vous donnerai le reste. Ou je vais mettre mon chat parce que je l'ai… Le langage des signes? Alors, oui, ça peut être ça, mais ce n'est pas ce à quoi on pense en premier, mais le langage des signes, effectivement, c'est une forme de langage. Les sons? C'est-à-dire, c'est quoi les sons? Parce que les sons, c'est du verbal. Dès que ça sort de ma bouche, c'est du verbal. Donc, c'est-à-dire… Ça, c'est du verbal. Ça ne peut pas être considéré comme du non-verbal, même si ce sont des onomatopées. Donc, les images, alors si l'enfant nous montre. Les images, ok, oui. Les gestes. Voilà, on y est. Alors, je mets langue des signes. Je mets ce que vous me dites pour garder une trace. Et surtout pour marquer ce que moi j'ai envie que vous reteniez. Et après, effectivement, c'est toute la gestuelle, tous les gestes que vous pourriez avoir. Donc là, on est en train de parler avec les familles, mais aussi la gestuelle que vous pourriez avoir avec les enfants. Le portage, le maternage, le fait de toucher un enfant, de le rassurer par le contact physique. Voilà, ça c'est des gestes très forts et c'est de la communication. Et pour les familles, c'est aussi de la communication. Alors pour la famille, ça peut être des sourires, enfin, les enfants aussi, hein, je ne fais pas de distinction, hein. Des sourires, des regards. Le fait de regarder la famille, la maman, lorsque je transmets quelque chose, ou le fait de ne pas la regarder, ça aussi, on dit des choses quand on ne regarde pas les gens. Enfin, on dit des choses, on transmet un comportement, une attitude. Donc les gestes, le regard, le visage, toutes ces petites choses qui vont transmettre des informations à votre interlocuteur sans toutefois avoir des mots. Et n'oublions pas qu'on en dit plus sans les mots. Ça, c'est les études. Toutes les études nous montrent qu'on communique beaucoup plus d'éléments sur notre gestuelle que sur notre parole. J'ai d'ailleurs un autre petit visuel à vous montrer. Le voilà. Le langage du corps représente 93% de la communication. En bleu, c'est tout ce qui est visuel. Madame, on ne voit pas les documents. Nous, c'est uniquement sur la communication famille. Ah, et les autres, les invités, vous le voyez ou pas? Non plus. Alors, attendez, c'est moi qui ai dû faire une petite manip qui ne va pas. Je vais recommencer. On ne s'énerve pas. Nouveau partage. Voilà. Ah oui, il faut que je repasse par un écran. Voilà, c'est bon là? Oui, c'est bon. Voilà, Oui, c'est bon. Alors, le côté vert, donc du coup, j'inverse. Je vais du plus petit au plus grand. Les 7%, ce sont les mots prononcés. C'est ce que je suis en train de vous dire, par exemple, là, aujourd'hui. Le 38%, c'est le ton de ma voix, c'est-à-dire c'est la musique de ma voix. Je varie l'intonation, je m'arrête, je parle en chantant, la 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 la. Donc, c'est de cette manière-là que je vais capter aussi votre attention, d'accord? Et tout le bleu, c'est-à-dire le 55%, c'est le visuel, c'est-à-dire tout ce que je vais transmettre sans parler. Je ne sais pas si vous me voyez bien à l'écran, mais si, je vais enlever mes lunettes, si je parle aux parents en faisant… Qu'est-ce que je vais transmettre? Une envie vraiment de communiquer?
ou alors oh, ils me saoulent, je n'ai pas envie de leur parler. L'agacement. Oui, voilà, de l'agacement. L'agacement. Ouais. Si au contraire, je parle avec mes mains, je fais des efforts pour trouver des mots, pour reformuler, je montre mon dynamisme, eh bien là, je suis plutôt dans l'envie de communiquer, l'envie de partager. Je vais me positionner différemment, c'est-à-dire que c'est les parents qui vont me parler, qui vont me transmettre une information, et moi, je suis devant eux. Si je suis comme ça, c'est-à-dire, je suis en retrait, je mets la main devant mes yeux, devant ma bouche. Je n'ai pas forcément envie d'entendre et d'écouter ce qu'ils sont en train de me dire. Si au contraire, je suis attentif, je les regarde dans les yeux, je m'avance aussi un petit peu, je montre une attitude d'écoute, d'attention, de concentration. Là, je suis en train de communiquer des choses différentes sans parler du verbal. D'accord, les filles? Vous voyez les réponses qu'on attendait pour ce premier exercice, que nous avons corrigé toutefois quand même, hein. Mais aussi de quelle manière vous êtes interrogé à l'examen par rapport à cette thématique de la communication. Donc, je reviens sur mon écran, mon tableau. Est-ce que vous le voyez là? Non. Bon, d'accord, donc il faut que je revienne. C'est pénible, il faut que je fasse une petite manip à chaque fois. Alors, reprendre le partage. Non, c'est pas celui-là. Le partage d'écran était fermé. Je recommence. Partage ici. Voilà. Donc, on a vu, on s'est vraiment arrêté là sur le non-verbal. On a aussi la communication écrite. Alors, quelques informations sur la communication écrite. Et là, on va revenir plutôt sur les parents, sur la communication avec les parents. Donc, la communication écrite, ce sont les informations que soit que vous en laissez les parents en début de garde, qu'il va falloir acter pour prendre en charge l'enfant de la manière la plus adaptée possible durant son temps de garde. Ce sont aussi, la communication écrite, ce sont aussi vous, ce que vous allez écrire sur le cahier de transmission, c'est-à-dire les comptes rendus divers et variés que vous pouvez faire sur la journée de garde de l'enfant. Et puis ce sont aussi les visuels dont je vous parlais tout à l'heure qui font office de passer un message. Alors je marque transmission des parents en début de garde. Il a mal dormi, il a bien dormi, il est constipé, etc., etc. Tout ce que vous devez savoir pour prendre en charge l'enfant de manière adaptée. Puis, les transmissions, on va tout mettre au pluriel, les transmissions que je vais faire aux parents en fin de garde. Comment ça s'est passé sa journée, son temps de sommeil, son temps d'activité, son temps d'éveil, le repas, ce qu'il a aimé faire, ses progrès, ses réussites. Et puis, donc, les visuels que l'on va positionner. Donc là, c'est le professionnel petite enfance qui les positionne. Les visuels qui vont être positionnés, qui sont dans le but de transmettre, de passer un message. Alors, un visuel auquel je pense, là, super classique, que vous avez dû voir quand vous avez été en stage à l'école, eh bien, c'est la fameuse pancarte « Les poux sont de retour ». Hein. Bon, ils sont toujours de retour, les poux, hein, ils ne partent jamais des écoles. Hein. Donc, c'est une manière humoristique de dire regardez la tête de vos enfants parce qu'en ce moment, nous avons des poux. Donc voilà, les poux sont de retour. C'est une manière de transmettre une information aux parents sans forcément accompagner la parole, c'est-à-dire sans forcément le dire le soir venu, mais qui permettent d'avoir cette information-là, en tout cas pour les parents. Et puis donc la communication orale dont je parlais précédemment. Deuxième point de ce chapitre, nous allons nous arrêter sur les transmissions. Madame? Oui. Dans les transmissions écrites, vous prenez en compte aussi les transmissions entre collègues? Oui, oui, on va en parler. Oui, oui. Oui, tout à fait.
Oui, parce que bien sûr, là, le but, c'est d'informer les familles à un moment donné, hein. Donc, ce qu'on se transmet entre collègues, c'est pas pour se faire plaisir, hein, c'est pour après pouvoir les dispenser aux familles. Alors, que sont les transmissions? Là aussi, quelques mots pour définir ce que sont les transmissions. Ce sont des informations, là encore, entre deux personnes ou deux groupes de personnes. Donc, ça peut être un professionnel petite enfance, professionnel PE, et un parent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une faute. Alors, pour moi, sous l'intitulé parent, il y a le grand-parent, il y a la nounou, il y a la tante, la cousine, bref, la personne qui va prendre en charge l'enfant en dehors du mode de garde. Ces informations-là, elles ont un caractère informatif. Je vais m'expliquer. Ah, zut! Elles ont un caractère informatif. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une évidence que les transmissions ont un caractère informatif. Ce que je veux dire, c'est qu'elles doivent porter à la connaissance de l'interlocuteur des éléments qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que ça doit lui amener des choses nouvelles. Donc, on va se dispenser de transmettre des choses que le parent sait déjà. Il faut apporter de la nouveauté. Et en général, on apporte de la nouveauté parce qu'on va faire part de nos observations sur le temps de garde. Et l'enfant avec le professionnel petite enfance n'est pas le même que l'enfant dans le cadre familial. Donc, on pourrait dire que les transmissions apportent toujours de la nouveauté, sont toujours des choses différentes. Ces informations, elles doivent être pertinentes et objectives. Et ça, ce sont deux mots importants. Pertinente et objective, donc nous allons parler de pertinence et d'objectivité. Des informations pertinentes, c'est-à-dire que les éléments que vous allez donner doivent être adéquats, doivent être opportuns. C'est-à-dire qu'ils doivent apporter un éclairage utile. Tout ça, ce sont des synonymes pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'ai envie de vous transmettre justement. Ce que je veux vous dire par là, je le reformule, c'est que parfois, on communique aux parents des informations qui ne sont pas pertinentes, qui sont jugeantes, qui font preuve de jugement de valeur, par exemple, et qui ne sont pas donc des transmissions. On ne va pas dire à un enfant, on ne va pas dire à son parent que l'enfant a été gentil. Gentil, c'est de l'affect. On n'est pas là pour faire de l'affect. On est là pour transmettre des informations pertinentes. Je suis déjà dans l'objectivité en plus. J'ai un peu mélangé les deux, pardon. Donc, des informations pertinentes, c'est-à-dire qui concernent véritablement l'enfant et qui apportent un éclairage particulier sur l'enfant et pas sur le copain d'à côté. Donc, par exemple, on ne va pas comparer deux enfants. Qu'est-ce que ça apporte de comparer deux enfants? L'enfant du parent qui vient et puis la voisine. Ça n'apporte pas, ce n'est pas pertinent. Donc, on va s'en dispenser. Et l'objectivité, j'ai commencé un petit peu à vous le dire, c'est le fait que ça ne soit pas des jugements de valeur. Oups. Donc, ça veut dire que ces informations, elles sont neutres. Elles sont factuelles.
Oh là. Je vais mettre au masculin parce que j'ai mis jugement de valeur. Donc, les juges, non, ce sont des informations. Je le remets correctement. Informations neutres, factuelles. Donc, non seulement on n'est pas intrusif, on essaie de ne pas rentrer dans la vie privée des familles, mais en plus on reste objectif quand on décrit ce qui s'est passé dans la journée. On va faire des petits exercices à la fin, donc je ne veux pas trop vous donner d'exemples pour pas trop aller trop loin, pour vous laisser la faculté de réfléchir aussi à ce que je dis. Dans un troisième point, on va voir l'intérêt de faire des transmissions. À quoi ça sert de faire des transmissions? Pourquoi on se donne la peine de faire des transmissions? On pourrait s'en passer, hein, après tout, quand même, c'est du travail en plus. C'est une blague, hein, bien sûr. Alors, l'intérêt des transmissions. Ces transmissions, elles vont permettre de premier point d'abord, établir un lien de confiance. Entre le professionnel ou les professionnels, suivant si vous êtes dans une équipe ou pas, et la famille. Et ce lien de confiance qu'on va tisser entre nous et la famille, il va avoir des répercussions aussi sur l'enfant. Donc ce lien de confiance, on va le retrouver aussi entre le professionnel et l'enfant accueilli. Donc c'est bien parce qu'on va mettre en place des transmissions que l'enfant il va se sentir entendu, écouté. Il va se sentir pris en compte, considéré comme être particulier, être singulier plutôt. Donc le but, c'est que chacun trouve sa place et soit respecté pour sa parole. Que chacun soit respecté pour sa parole. Chacun, c'est le professionnel, d'une part, qui a des choses à dire et qui aimerait bien être considéré pour ce qu'il a à dire. Le parent, qui a aussi des choses à nous dire et qui doit être respecté pour sa place, à sa place de parent et pour sa parole, le parent. Et l'enfant, qui doit être aussi respecté et dont on doit prendre aussi en compte la parole dès qu'il commence à parler aussi, bien sûr. Donc ça nous permet d'avoir... Oh, j'ai mal fait. Voilà. Ça nous permet d'avoir une relation stable et respectueuse entre les trois pointes du triangle, professionnel, famille, enfant. Et quand on a des choses difficiles à communiquer avec les parents, on est bien content que la relation elle soit stable et respectueuse, parce qu'on sera dans la capacité optimale pour transmettre des choses plus difficiles. Ok, je continue. Qu'est-ce que ça nous permet aussi, les transmissions? Eh bien, d'avoir une prise en charge de l'enfant plus juste. Une prise en charge de l'enfant plus juste. C'est ce qu'on appelle la continuité éducative. Le concept de continuité éducative. C'est-à-dire
je le dis différemment. Parce qu'on a des informations sur ce que vit l'enfant à la maison. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir mettre en place des choses qui vont être nécessaires à l'enfant pendant son temps de garde. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, ça permet d'avoir une fluidité dans la prise en charge de l'enfant. Donc, une continuité éducative. Et puis, le dernier point sur l'intérêt de faire des transmissions, d'avoir ces transmissions dans la journée, c'est le soutien à la parentalité. On peut dire que c'est aussi l'accompagnement des familles dans leur rôle éducatif. Je corrige mes fautes. Alors ça, ce sont des choses importantes, hein, on l'a déjà vu ensemble. Autant continuité éducative, c'est quelque chose d'important, autant soutien à la parentalité, c'est aussi quelque chose d'important et ça fait partie des missions de l'accueillant éducatif petite enfance. On pense souvent que c'est le fait d'animer un groupe d'enfants, de divertir un groupe d'enfants, prendre en charge à la rigueur pour des soins un groupe d'enfants. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. Notre rôle en tant que professionnel de la petite enfance, c'est aussi le fait de participer au soutien à la parentalité. C'est l'accompagnement des familles dans leur rôle de parents, justement. Et ces transmissions aident à tout ça. Ce que l'on va écrire en petite conclusion de ce troisième point, là, sur l'intérêt des transmissions, je regarde l'heure pour savoir où j'en suis, ça va. Donc, en petite conclusion, on mettra que les transmissions participent ainsi à la professionnalisation de l'accueillant. Les transmissions participent ainsi à la professionnalisation de l'accueillant. Je vais vous le dire différemment, si ce n'est pas très clair pour vous, ça. C'est parce que l'accueillant, c'est-à-dire vous, professionnels de la petite enfance, hein, vous très bientôt, là, c'est parce que vous aurez réfléchi aux transmissions, c'est parce que vous allez les faire avec le plus de sérieux possible, avec le plus de respect et de bienveillance possible, que vous allez être reconnu en tant que professionnel petite enfance par les familles. Donc, c'est un point crucial pour moi, essentiel pour moi. Il faut vraiment être attentif à la manière de communiquer et à ce que l'on communique aux familles. Et c'est parce que vous allez le faire avec le plus de rigueur et de respect possible que vous allez être reconnu dans votre rôle de professionnel de la petite enfance. Parce que dire comment s'est passée la journée d'un enfant, c'est à la portée de tout le monde, hein. Il a mangé, il a dormi, il a joué, il a fait ceci, il a fait cela. C'est facile à dire ce qui s'est passé. Mais avoir le petit détail ou avoir une observation assez fine pour la transmettre aux parents, avoir des transmissions qui ne soient pas jugeantes, qui soient bienveillantes, qui soient respectueuses, ça, c'est le propre d'un professionnel de la petite enfance, parce qu'il aura réfléchi à tout ça. C'est bon? Tout le monde suit? Je pense que oui. Je n'ai pas mon chat parce que je n'ai pas pu me le mettre. Là, il faudrait que je me le mette. Donc, parce que si vous me mettez des mots avec le chat, eh bien, je ne l'ai pas. Quatrième point, le contexte. Le contexte pour faire ces transmissions, justement. Le contexte, c'est-à-dire quand et où. On l'a vu tout à l'heure en introduction, que ça avait son importance. Alors, le quand, d'abord. Le quand. Bon, comme je vous l'ai dit, bien sûr, le quand, c'est en début et en fin de garde.
Alors, volontairement, je n'écris pas le matin et le soir. Parce qu'on peut avoir des enfants qui n'arrivent que pour une matinée, on peut avoir des enfants qui n'arrivent que pour un après-midi, et on fera quand même des transmissions. Donc, c'est au début de la garde de l'enfant, lorsque l'enfant est accueilli, et à la fin, lorsqu'on confie le parent lorsqu'on confie l'enfant, pardon, à ses parents. Les transmissions, elles sont donc quotidiennes. Dans le camp, il faut que vous notiez le fait de prendre son temps. Alors, le fait de prendre son temps. Je vais le mettre entre guillemets parce que c'est tellement difficile quelquefois de prendre le temps de faire les transmissions pour tout un tas de raisons. Hein. Le parent qui est pressé, il doit partir au boulot rapidement, et puis quand il arrive le soir, eh bien, il doit faire le bain, le repas, donc il n'a pas le temps d'écouter les transmissions. Bon, nous, on sait que c'est important de transmettre des choses pour garder le contact, justement, pour ce lien de confiance dont je parlais tout à l'heure. Mais on va être aussi attentif au temps dont dispose le parent. Et quelquefois, il n'en dispose pas de beaucoup de temps. Donc, on essaie autant que possible de prendre son temps, mais on a aussi en tête le fait que le parent, il peut être pressé et on ne va pas le retenir volontairement parce qu'il faut à tout prix dire des choses sur la journée de garde. Non, pas du tout. On n'oublie pas qu'on peut aussi transmettre de manière différente, c'est-à-dire on peut parler, mais aussi on peut écrire sur un cahier. Et peut-être le fait de lire une phrase, ça sera plus rapide pour le parent que nous entendre, nous écouter, nous poser, enfin se poser lui pour nous entendre parler. Donc pensez à une multitude de transmissions possibles pour que le parent puisse piocher celle qui lui convient le plus, de manière à toujours garder le contact. Peu importe la manière dont on garde le contact, ce qu'il faut c'est garder le contact. Dans le camp, on va noter aussi qu'il y a une période, enfin oui, qu'il y a un moment qui est propice aussi à avoir des transmissions soutenues, c'est le temps de l'adaptation. Ça aussi, on l'a travaillé ensemble, le temps de l'adaptation. C'est quand l'enfant est accueilli pour la première fois dans une équipe et où le professionnel va recueillir des informations sur les habitudes de vie de l'enfant. Donc là, elle est plus qu'importante, la transmission. On a besoin de savoir, en tant que professionnel, on a besoin de savoir un petit peu comment vit cet enfant pour se rapprocher au mieux de ses habitudes de vie et pour ne pas le déconnecter complètement de ses habitudes de vie, justement. Donc, on va être un peu plus vigilant pendant la période d'adaptation. Je complète ma phrase. Adaptation ou... Non, durant laquelle les transmissions seront importantes. La période d'adaptation. Ensuite, le « ou ». À votre avis, est-ce qu'il y a des lieux qui sont à privilégier pour justement transmettre des informations aux familles ou recueillir les informations des familles? Est-ce qu'il y a des choses à savoir ou des points de vigilance, on va dire? Oui, faire attention aux autres parents. Oui, effectivement. Donc là, on est sur la confidentialité des informations. L'aspect confidentialité des informations, effectivement. Les parents n'ont peut-être pas envie de faire savoir tout ce qu'ils vont nous transmettre à nous. Donc oui. Donc s'il y a confidentialité des informations, il faut être dans un lieu qui préserve cette notion de confidentialité. Donc peut-être être dans un endroit calme, dans le sens sans avoir de bruit parasite. Puisque le bruit est un parasite à la communication. La confidentialité, c'est aussi le fait de ne pas faire des
des transmissions dans un bout de couloir, ou si le parent a à nous transmettre, s'il nous dit j'ai besoin de vous parler, ou si nous-mêmes on a besoin de… je pense là par exemple à l'assistant maternel agréé, parce que je vais faire une petite parenthèse, mais les transmissions, quand vous êtes dans une équipe, quand vous êtes dans un EAJE, c'est peut-être pas vous qui allez vous charger des transmissions. Ça sera peut-être l'éducatrice, ou l'éducateur de jeunes enfants, ça sera peut-être l'auxiliaire de puériculture ou peut-être le responsable de l'établissement qui va se charger de tout ce qui est transmission. Mais si vous êtes assistant maternel agréé à domicile, vous êtes tout seul. Donc c'est vous qui allez transmettre à un moment donné. Peut-être il faut prendre la peine de se mettre dans un endroit qui va être, comment dirais-je, qui va être agréable et qui va être propice à donner des informations. En plus, si les informations sont délicates à transmettre, si on veut… je vais prendre un exemple précis. Si on a remarqué depuis quelques jours un retard de développement chez un enfant, ou si on se questionne par rapport à un développement de l'enfant, ou le fait qu'il ne veuille pas manger, et que ça soit répétitif, pas au bout d'une journée, hein, mais au bout d'une semaine, voilà. Là, on veut transmettre des choses un petit peu plus délicates aux parents. On ne va pas le faire entre deux portes et on ne va pas le faire devant les autres parents, comme vous le disiez effectivement. Donc, on va être attentif au lieu où on va aussi transmettre les informations plus ou moins délicates, on va dire, aux familles. Est-ce qu'il y a d'autres choses concernant le « ou » ? Je vais rajouter « préserver l'intimité », c'est ce que je viens de dire, pour que vous ayez une trace. Après, nous allons voir de près le contenu de ces transmissions. Alors, le contenu de ces transmissions. Bien sûr, on a vu que c'était important de transmettre tout ce qui a trait au développement de l'enfant au cours de sa journée. Donc, le développement de l'enfant, ça fait partie du cœur des transmissions. Mais on peut avoir aussi des choses différentes à transmettre, c'est-à-dire sur le fonctionnement de la section, le déroulement de la journée, ça on va dire, c'est de manière générale, sans rentrer forcément dans les détails. Après, si on entre dans les détails, on va avoir les temps forts de la journée de l'enfant. Donc là, ça va demander une observation plus fine de votre part, puisque vous êtes capable de parler de ses progrès, de ses difficultés. Donc si vous êtes capable de parler de ça, ça veut dire que vous l'avez observé, l'enfant, et que vous avez fait des déductions. Donc ses progrès, ses difficultés, ses plaisirs, ses découvertes, ses comportements, ses goûts, ses rites, ses rituels. Marqué rituel, ça sera… Peut-être qu'il peut avoir des rituels différents pendant la garde que les rituels de la maison. Et puis, on va marquer les incidents, s'il y en a eu. J'y reviendrai sur les incidents là, dans quelques minutes. Le contenu des transmissions, ça va être aussi des informations administratives. Ça peut, c'est pas obligatoire, hein, mais ça peut.
Des informations administratives, d'autant plus si vous êtes assistant maternel agréé, où il n'y a pas d'équipe et il n'y a pas de hiérarchie pour transmettre des informations administratives quelles qu'elles soient. Hein. C'est vous qui êtes en première ligne, on va dire, pour ou bien les recueillir, ou bien les transmettre aussi. Lorsque vous êtes dans une équipe en EAJE, effectivement, et vous l'avez vu, c'est votre hiérarchie qui s'occupe de tout ce qui est administratif. Directeur, directrice, EJE, etc. Mais si vous êtes assistant maternel agréé, bah, c'est vous. Et si vous avez plusieurs employeurs, parce que plusieurs enfants en gardent, eh bien vous avez à un moment donné des informations administratives à recueillir et à transmettre. Alors, quelques petits conseils. Il est important d'être précis, je l'ai déjà dit, mais je le répète, d'être précis et factuel dans ce que l'on exprime. Comme ça, on est sûr ou bien de ne pas vexer, de ne pas critiquer, de ne pas juger les manières de faire d'un parent. Être professionnel petite enfance, ça ne veut pas dire j'ai l'expertise, c'est moi qui sais, je suis le professionnel et vous, parents, vous ne savez rien. Ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est au contraire, j'ai une vision de votre enfant, vous avez une autre vision de votre enfant, confrontons nos visions et voyons ce que l'on peut mettre en œuvre, ce que moi je peux mettre en œuvre sur le temps de garde pour faire en sorte que l'enfant s'épanouisse le mieux possible et grandisse le mieux possible. Être précis, factuel, c'est aux parents, c'est aux professionnels de trouver les façons et les supports de communication. Ah zut. C'est-à-dire que c'est à vous, professionnels, de savoir comment vous allez communiquer. Le visuel, l'oral, l'écrit, voilà, ce n'est pas une démarche qui vient des parents, c'est votre démarche à vous, ça fait partie de votre boulot. Autre point, et là je vais revenir sur ce que je disais par rapport aux incidents, le professionnel évite d'insister sur les points négatifs. Alors, on ne va pas les occulter, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. On va en parler. Mais déjà, on ne va pas commencer par ça. On commence toujours par ce qui est positif. Parce que pour les parents, c'est très important d'avoir un retour d'abord sur ce qui a été positif dans la journée. Il y a beaucoup de parents qui culpabilisent de laisser leur enfant en garde et d'aller bosser. Bon, pas forcément en ce moment en période de confinement, mais bon, ça c'est autre chose. Toujours est-il qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent et donc on ne va pas remuer le couteau dans la plaie et on ne va pas commencer par des choses négatives. Donc on va toujours essayer de commencer par des choses positives et puis on va éviter d'insister sur tout ce qui a été négatif dans la journée de l'enfant. On ne va pas commencer par dire « Ah, il a mordu machin ». Déjà, on ne va pas dire « Il a mordu machin ». On va commencer par ce qui est positif dans la journée de l'enfant. Et après, une fois qu'on aura établi ce premier contact avec le parent, alors on va parler des choses plus vexantes pour le parent peut-être, hein, plus dérangeantes en tout cas. Donc, on évite d'insister sur les points négatifs et on commence par les points positifs. Commence par communiquer sur du positif. À vous de trouver ce qui a été positif dans la journée de l'enfant, mais il y en a toujours quand même. Il n'a pas passé une sale journée cet enfant quand même, hein. Il doit y avoir un truc positif. Autre point, l'enfant peut prendre part aux transmissions en fonction de son âge, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on peut le solliciter aussi à l'enfant. Un enfant de 2 ans et 3 ans, qu'est-ce que tu en dis de ta journée? Tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu dis à papa et maman qui viennent te chercher? Comment ça a été ta journée? Alors bien sûr, il ne va pas avoir les mots aussi précis que nous, mais au moins on lui laisse la parole à lui en premier. C'est lui qui va parler. Après, nous, on complétera. Donc, ça lui permet, ça permet de prendre en compte sa parole et de le considérer comme un être singulier, comme un être capable de s'exprimer. Et ça permet là aussi de favoriser l'autonomie. Donc, tous les points positifs par rapport au fait de prendre la parole de l'enfant, de faire participer l'enfant, c'est prendre en compte sa parole, favoriser l'autonomie, mettre des mots sur des émotions, par exemple. Oui, à un moment donné, c'est vrai, tu es tombé dans le jardin. Peut-être que l'enfant, de sa journée, il va se souvenir que de ça. Il est tombé de vélo. Eh bien, on va partir de ça. Oui, c'est vrai, tu es tombé de vélo. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu te rappelles que tu as eu mal, tu as beaucoup pleuré, tu es venu pour qu'on fasse un câlin, pour que je te réconforte, bon, blablabla, tout ce que vous voulez. Mais voilà, on favorise la parole de l'enfant et du coup, on favorise son autonomie aussi. Et puis, un autre point, ça permet aussi d'éviter les douces violences, dont nous avons beaucoup parlé ensemble. Voilà. Le fait de considérer la parole de l'enfant, de le faire parler, en fonction de son âge, bien évidemment, ça permet d'éviter les douces violences. Mais vous savez, on peut très bien solliciter un enfant qui ne parle pas, un enfant de 6 mois, on peut raconter sa journée et lui dire « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» On n'attend pas qu'il réponde avec des phrases, avec des sujets, verbes, compléments, bien sûr que non. Mais le fait de l'avoir sollicité, de l'avoir identifié dans notre conversation avec le parent, eh bien, ça permet de le faire exister aussi. À mes yeux de professionnel, il existe, et donc à vos yeux, parents, il existe puisque je viens de le nommer, c'est de lui dont on parle. On ne va pas dire tout le temps il, ou elle. Et toi, petit bout de chou de 6 mois, qu'est-ce que tu en dis? J'attends pas forcément de réponse, mais je l'identifie. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que oui, parce qu'on en a beaucoup parlé de ces douces violences. Donc voilà, ça c'était le point numéro 5 sur le contenu des transmissions. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Et ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est transmettez d'abord du positif et après tout ce qui est plus délicat, on va dire, à transmettre. J'ai tellement entendu des transmissions qui commençaient par « Ah ben aujourd'hui, c'était pas été Jojo la journée » ou alors « Ah ben aujourd'hui, voilà, t'es toujours… » Non, commencez par essayer de trouver un petit truc négatif et après vous enchaînez par contre. Bon, voilà. Et là, vous pouvez lâcher le morceau. Le cas des transmissions difficiles. Ouais, parce que tout n'est pas rose quand même. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Et tout n'est pas rose tous les jours. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on dise et qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Donc, le premier point, c'est quand le sujet est abordé est délicat. Alors, comme je vous ai dit, le plus important, c'est de garder le contact avec le parent. Si on a ce contact qui est gardé, eh bien, ça sera plus facile d'aborder des choses plus délicates avec eux. Il faut également anticiper et penser à la disponibilité du parent. C'est-à-dire que vous savez que là, ce soir, qu'il faut que vous parliez de quelque chose d'important avec les parents. Donc, il faut l'anticiper, il faut prévoir du temps, il faut penser au lieu d'échange. Si vous voyez que le parent, il est à la bourre, il est rush,
c'est pas pour ce soir. Vous n'allez pas vous précipiter, à moins qu'il y ait urgence, mais vous allez reporter plutôt à demain, où vous espérez que le parent aura un peu plus de latitude. Ou bien vous allez lui dire, écoutez, demain, essayez de prévoir un petit peu de temps, parce que j'aimerais discuter de quelque chose avec vous, mais il me faut un petit peu de temps pour pouvoir en parler, donc pas d'urgence, mais voilà, prévoyez un peu de temps. Vous l'avez prévu le temps, mais il faut que l'autre, le parent l'ait aussi prévu. Après, veillez à avoir une attitude qui corresponde à ce que vous avez envie de transmettre. Je pense au sourire, c'est-à-dire qu'en souriant, on a plus de facilité à transmettre des choses difficiles. Je ne vous demande pas de rire aux éclats, mais ayez un visage ouvert et souriant. Pour le parent, c'est plus facile d'entendre quelque chose de difficile plutôt que quelqu'un qui fait la tête. Donc, pensez que ça peut avoir une incidence sur votre manière de communiquer. Après, si vous avez des choses délicates à dire, soyez extrêmement précis. Donc, parlez d'observations précises. Et il faut avoir recueilli assez d'informations. On ne peut pas aller vers le parent en disant voilà, je me questionne par rapport à un éventuel trouble ou un éventuel retard de langage, retard de ceci, retard de cela, si vous avez fait une observation. Ce n'est pas possible, ça. Il faut que vous preniez le temps d'affiner vos observations. Donc, assez d'observations, et pour qu'elles soient aussi justes que possible, et objectives. Là aussi objective que possible. On sait très bien qu'on est tous subjectifs dans ce que l'on dit, dans la manière de transmettre, mais on va essayer d'être le plus factuel possible là pour le coup. Il faut aussi savoir prendre en compte la parole et l'observation des parents. Et de les confronter. Moi, je vous apporte quelque chose. Vous, qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, ça veut dire qu'il faut aussi solliciter le parent. Il faut les questionner. Questionner sur leurs observations, pardon, pour les intégrer aussi aux vôtres. Et puis, quand vous avez quelque chose de difficile à aborder avec un parent, on évite de rester seul par rapport à cette problématique. Ne pas rester seul. Ne pas rester seul, c'est ou bien le passage de relais, ou bien le fait d'en discuter avec une équipe, avec une hiérarchie, les personnes qui sont autour de vous. Donc, je mets équipe quand vous êtes en équipe, hiérarchie quand vous êtes, par exemple, assistant maternel. Lorsque vous êtes assistant maternel agréé, vous êtes seul à votre domicile, certes, mais vous avez une puéricultrice quelque part. Vous avez une hiérarchie quelque part. Donc, profitez de cette hiérarchie pour vous faire conseiller. Lorsque vous êtes ATSEM à l'école, vous n'êtes pas seul non plus. Il y a aussi un enseignant, il y a d'autres ATSEM, il y a d'autres enseignants, il y a un responsable d'établissement avec lesquels vous pouvez échanger avant d'intervenir auprès des parents. Ça, c'est lorsque le sujet est difficile à aborder. Et puis, on a aussi le cas du comportement parental en lui-même qui pose problème. Donc, je vais mettre quand le comportement parental pose problème. Ah zut, pose problème.
Alors, en effet, il y a des comportements parentaux qui sont un petit peu, comment dirais-je, surprenants. Et il est parfois délicat d'agir face à un comportement déplacé de certains parents. Dans un premier temps, il est essentiel d'y faire face, de garder sa place de professionnel et peut-être après, dans un deuxième temps, de réagir. Donc, on va marquer garder sa place de professionnel. C'est-à-dire, on ne va pas réagir en tant que parent. Un parent qui m'insulte, je ne vais pas l'insulter en retour. Je garde ma place de professionnel, stable, équilibrée, calme, zen en toutes circonstances. Mais je vais essayer quand même de réagir. Peut-être que je ne vais pas réagir aujourd'hui parce que je vais me prendre tout ça en pleine figure, mais je vais quand même réfléchir au retour, au feedback du coup que je vais faire à ce parent, en restant professionnel. Là, je pense à des parents, je vous parlais des insultes, ça peut être aussi des parents qui sont trop familiers. Il y a en effet des parents qui communiquent, mais de manière trop familière avec l'assistant maternel. Et je pense principalement à l'assistant maternel agréé, parce que la nounou, quelquefois, elle fait partie de la famille, quoi, hein. Mais peut-être qu'elle fait partie de la famille, mais c'est un professionnel quand même, hein. On n'est pas la tati, la tata, la tante, on est professionnel de la garde. Ça ne se dit pas, mais on est professionnel petite enfance. Donc, on doit rester à notre place de professionnel et on ne doit pas nous insulter ou nous considérer de manière trop familière. Une certaine familiarité, on va dire, pourquoi pas. Mais trop, non, il faut quand même que je reste à ma place de professionnel. Ce qui aide aussi, c'est le fait que les messages que je vais délivrer aux parents, ils restent clairs, sans équivoque et dénués d'affect. C'est là que ça va être difficile quelquefois. Sans reproche, sans agression, même si le parent m'agresse, je ne l'agresse pas. Et sans surenchère. Même si quelquefois on a bien envie, hein, mais non, on ne doit pas. On reste à notre place de professionnel. Donc, les messages délivrés doivent être clairs et sans équivoque, c'est-à-dire ne parlez pas par sous-entendu, parce que le parent va comprendre ce qu'il a envie de comprendre et pas forcément ce que vous avez envie de transmettre. Donc, soyez clair, direct, précis, factuel. Ça ne veut pas dire rentre-dedans. La manière dont je le dis, ça fait un petit peu rentre-dedans, hein, ça fait un petit peu ferme et autoritaire. Mais plus vous allez être précis et plus vous allez délivrer un message proche de ce que vous avez en tête. C'est ce que je vous disais au début. Sans équivoque, je l'ai dit, dénué d'affect. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour parler d'affectif. On est là pour transmettre des choses les plus professionnelles possibles, avec la distance professionnelle qui me caractérise en tant que professionnelle petite enfance. Ça, c'est difficile, hein. Moi, je vous dis tout ce qui est l'idéal. Là, on parle de théorie. Après, on sait très bien qu'une fois qu'on arrive sur le terrain, c'est difficile d'arriver à cette communication dénuée d'affect. Mais je vous encourage vivement à le faire, à le mettre en place. Et vous l'avez vu pendant vos stages, hein, que c'était pas facile pour les professionnels, mais il faut en être conscient dès le départ pour justement avoir cette communication la plus juste possible dès le départ. Et le dernier point, c'est que l'attitude que vous devez adopter doit être celle de l'écoute. Attitude d'écoute, de compréhension, mais de fermeté. Enfin, ça ne s'oppose pas, hein, mais il faut que le parent sente que vous êtes attentif, vous êtes disponible pour ce qu'il est en train de vous dire, mais que ça n'empêche que vous restez sur un positionnement ferme. Par exemple, par rapport à la familiarité, non, je ne peux pas accepter que vous m'insultiez.
Ce n'est pas possible. Je suis professionnelle à la petite enfance. Vous n'allez pas le dire dans ces termes-là, hein, mais par contre, vous pouvez très bien dire aux parents, je n'accepte pas ces insultes de votre part. Je n'accepte pas ce comportement de votre part. Et plus vous allez être à votre place de professionnel, plus vous allez être... il y a cette verticalité-là qui fait que je suis à ma place d'eux, et plus vous allez être professionnel. Parce qu'on peut supposer que vous êtes également dans cette place d'écoute, mais de fermeté avec l'enfant. La manière d'être avec le parent renseigne aussi sur votre manière d'être avec son enfant, avec l'enfant de manière générale. Un petit tour sur l'heure. Je vais déborder un tout petit peu parce que pour finir, on a fini ce chapitre, mais pour finir, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui dure 5 minutes. Donc, on va déborder un petit peu, c'est pas très grave. Par contre, comment partage-t-on une vidéo? Alors, c'est là qu'on rigole. Nouveau partage. Ah oui, peut-être comme ça. Non. Alors, excusez-moi, je recherche. Et après, je reviens vers vous. J'ai ma vidéo, voilà. 4 minutes, elle dure cette petite vidéo. Dites-moi, est-ce que vous la voyez? Est-ce que vous l'entendez? On l'entend, mais on ne la voit pas. On l'entend, oui, on ne la voit pas. Vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas. Bon, alors on va faire comme j'avais fait la fois dernière. Je vous envoie par le chat le lien de la vidéo. Alors, je mets en pause mon partage. Alors, attendez, je fais 36 000 choses à la fois, ça ne va pas ça. Arrêtez. Voilà. Sur le chat, je mets... Coller. Corinne, je te vois. Si tu m'entends, je vais déborder, hein, parce que bien sûr, comme à mon habitude, j'étais trop bavarde. J'ai encore besoin de 6 minutes, 4 minutes de vidéo et 2 minutes de retour sur cette vidéo. D'accord? Pas de souci, ne t'inquiète pas. Donc, je me reconnecte d'ici quelques petites minutes. Oui, merci. À tout à l'heure. Merci. Alors voilà, je vous ai mis le lien de la vidéo qui dure 4 minutes. Je vous invite à la regarder. Et puis, je vous poserai une question sur cette vidéo. Et après, je vous donnerai le travail à faire pour la classe, pas pour les invités, bien sûr. Allez, c'est parti. On regarde la vidéo de notre côté. Très bien. Donc, la question que je voudrais vous poser par rapport à cette petite vidéo, vous avez vu que ça portait plus particulièrement sur la communication avec l'enfant. Mais tout ce qui est dit sur cette communication avec l'enfant peut être transposable pour l'adulte. Et j'aimerais que vous puissiez réfléchir à la connivence bienveillante. Le terme qu'utilise Catherine Dolto, qui est d'ailleurs la fille de Françoise Dolto, sur ce terme spécifique de connivence bienveillante, c'est-à-dire tout ce qu'on doit mettre en œuvre auprès de l'enfant, mais aussi auprès des familles pour recueillir les informations, transmettre des informations de manière à respecter la parole de chacun. D'accord ? Donc voilà, ce cours s'achève avec cette petite vidéo, le cours sur la communication aux familles. Suivront un article à lire et un petit travail, un petit TD à faire pour la classe sur les outils de la communication. Ce que je vous propose, la classe, c'est de prendre une petite pause, de faire un petit break maintenant. On se retrouve sur l'ancienne classe virtuelle, sur Webex, on va dire dans une dizaine de minutes. Et puis voilà. Et puis je reste avec Corinne et nos invités d'aujourd'hui à ce cours.